Allez, on va attendre encore quelques minutes et puis on va lancer tout ça. Bienvenue sur ce live, ce troisième live, hein. On va parler d'une destination incroyable qu'est le Québec, lancé l'année passée. Donc, on expliquera un petit peu l'histoire, hein. Qui sont David, qui sont David et Jessie. On parlera de la date, on parlera des lieux, puisqu'il y a un lieu de départ différent, comme ça allait en Belgique, comme ça allait en Suisse, comme ça allait en Espagne, différent du lieu d'arrivée. On parlera du parcours et là, je vous partagerai la trace qui est actuellement quasiment validée, hein, mais qui nécessite quelques petites reconnaissances comme on le fait habituellement donc sur notre compte actuellement Komoot, mais ce n'est pas parce qu'il est actuellement sur Komoot qu'on vous le partagera sur cette plateforme qui nécessiterait éventuellement un abonnement comme les années passées où on avait des codes. Et là, nous n'avons plus de partenaires sur le mapping, donc nous pourrons aller sur d'autres plateformes qui nous semblent être plus appropriées à un partage plus simple. Et puis, on fera également un petit point sur quelles sont les différences de l'événement, que ce soit les parcours, parce qu'il y en a, mais aussi les heures de départ, mais aussi ce dimanche matin qui est très particulier, qui avait beaucoup plu l'année passée quand on avait partagé le contenu. Donc, on parlera de tout ça. On a une trentaine de minutes et je vais passer la parole, sinon je vais occuper tout seul les 30 minutes. Donc, je vais laisser la parole à Jessie et à David, puis je vais peut-être dans un premier temps vous laisser vous présenter, puisque c'est vous qui représentez Race Across Series sur le continent Amérique du Nord. Yes, super. Je vais pouvoir commencer. Comme ça, David, tu vas pouvoir enchaîner en pleine transition avec le parcours parce que c'est notre mappeur officiel du Québec. Donc, moi, c'est Jesse, grand passionné de vélo et puis d'ultra depuis quelques années avec ma participation à la Race Cross France en 2023 sur le 2500 km. Et c'est ça, donc avec David, on a eu la piqûre de l'ultra et on avait envie de faire vivre cette expérience de la Race Cross Series au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a créé la première édition de la Race Cross Québec l'année dernière, enfin cette année en fait, en 2024, qui a super bien fonctionné. En tout cas, nous, on est bien heureux d'avoir fait cet événement et on repart pour 2025 pour de nouvelles aventures et des plus longues distances. Voilà. Merci, Jessie. Et David, explique-nous le Excellent. parcours. Oui. Bonjour tout le monde. J'appelle David, partenaire avec JC sur la Racing Cross Québec. Moi aussi, passionné de vélo et d'ultra distance. Ça nous a amené les deux à bien évidemment développer avec Arnaud et l'équipe la Racing Cross Québec l'année passée. Et on est super content de vous accueillir potentiellement pour l'année 2, encore une fois au Québec. Bon, parfait. C'est vrai qu'on a cette année, on parle de l'année passée, mais c'est cette année puisqu'on a ouvert, on a annoncé l'événement. On a annoncé l'événement il y a 8 mois seulement, hein, le premier événement, puisqu'on est mi-février pour une ouverture tout début mars. Donc c'est vrai que c'est très très récent, mais on avait déjà travaillé en amont, hein. On avait travaillé plusieurs mois en amont, à savoir si on lançait, si c'était possible ou pas. Et puis cet événement, on l'avait lancé sur deux distances seulement, un 300 et un 500 km. Et vu l'enthousiasme et la qualité des parcours, des paysages, enfin, toutes les planètes étaient alignées et on s'est dit, bon, allez, 2025, on lance ce 1000 km. Alors, je précise les dates, hein. L'année prochaine, donc Race Across Québec aura lieu du 20 au 23 août 2025. Donc, le 20, départ du 1000 km. Et là, on va en parler parce que la spécificité, c'est que le départ dans un lieu différent, est à l'est de Montréal pour une arrivée qui est vraiment nord-ouest à Terrebonne. Et puis ensuite, 22, le départ des 500 km, 23, le départ des 300 km, et donc un événement qui va se clôturer dimanche matin, comme l'année passée. On en parlera, et c'est vraiment la particularité aussi de cette culture autour du sport, de cet enthousiasme autour de l'outdoor que vous pouvez avoir en Amérique du Nord. Donc là, les dates, je les ai positionnées. Je rappelle que l'événement est également je ne sais pas si on peut dire sponsorisé ou il y a un partenariat. En tout cas, on est accompagné vraiment avec des activations et une réelle envie de nous accompagner par l'Accordé, qui est des magasins, on va dire. Il y a plusieurs boutiques, plusieurs magasins, Montréal, Québec, dans l'outdoor, donc vraiment des spécialistes de l'outdoor. Et donc, l'Accordé nous accompagne encore l'année prochaine et rester fidèle à son partenariat. Et donc, nous accompagne sur cet événement encore en 2025 avec probablement
beaucoup d'activations autour de l'outdoor et donc du camping, puisqu'il y a cette particularité à Québec et donc autour de Race Cross Québec de pouvoir camper sur site qui est vraiment à quelques dizaines de mètres du départ et de l'arrivée, et surtout de passer un bon moment tous ensemble le dimanche matin. Voilà, alors je vais partager mon écran et puis on va parler du parcours du 1000 km et puis après ça va nous amener sur le 500 et le 300. Je rappelle la particularité, c'est qu'il y a des boucles qui sont différentes, deux boucles pour le 1000 et puis après deux boucles pour le 500 et une boucle pour le 300. Et le but, c'est que ce 300 km, la fin, soit vraiment commune à tous les parcours. Alors, je vais vous partager mon écran et puis je vais aller, moi, sur Komoot. Voilà, là, j'y suis. Donc, logiquement, vous voyez mon écran. Et puis, je vais te laisser, David, de nous parler de tout ça, hein. Je vais peut-être essayer même de dézoomer pour qu'on se rende bien compte de là où on est. Euh, voilà, on est vraiment, c'est la frontière avec les États-Unis que vous pouvez voir ici. Donc, voilà, on va très légèrement longer la frontière, mais voilà où on se situe, hein. Donc, l'Amérique du Nord, le Québec, voilà, on se situe là. Eh ben, je te laisse, David, prendre la parole sur ce parcours et comment tu l'as imaginé. Ouais, pour la première boucle du 500, du 1000 km, pardon, de 500 km, l'idée c'était de patrouiller, de vivre un peu l'espace en Estrie, aussi appelé Canton de l'Est. C'est une région qui est reconnue au Québec pour ses paysages, pour la qualité des routes et pour les défis que ça peut amener. Pas mal de tronçons en terre aussi. Ce qui est cool au Québec, c'est que selon la région, les routes de gravel ne se ressemblent pas. Et en Estrie, il y a vraiment une particularité sur ce qu'on appelle route de gravel, qui est plutôt des routes de terre très tapées, très roulantes, des routes que les gens utilisent pour aller à leur domicile ou au chalet et tout. Euh, donc, l'idée un peu de faire partir le 1000 km en Estrie, c'est vraiment de permettre aux gens de vivre cette expérience-là. C'est un endroit qui est vallonné. Il n'y a pas des cols de montagne comme en Europe. Une des difficultés du parcours, je pense, c'est vraiment qu'on vient chercher ce dénivelé-là, mais on va le chercher avec des montées et des descentes sans arrêt. Donc, il n'y a pas trois cols qui vont donner 5000 mètres de dénivelé d'un coup. C'est plutôt non-stop des montées, des descentes tout le long du parcours. Le parcours débute à Bromont, au Centre national de cyclisme, un endroit vraiment névralgique pour le vélo au Québec. Euh, Après le départ, on va descendre vers le sud pour aller longer les douanes américaines. Donc, les lignes américaines, c'est des routes qui vont être, dès le départ, assez en terre pour après remonter jusqu'à la belle ville de Magog. Donc, vous voyez au sud-est, il y a quand même un très gros lac, là, le lac Memphremagog. On en fait le tour. Par la suite, après avoir visité Magog, on va aller vers la montagne verte dans le sud-est total de l'Estrie. On vient vraiment frôler les frontières du Vermont et du New Hampshire dans ce coin-là qui va nous amener un peu de sentiment d'aventure aussi parce que c'est très éloigné, c'est très vide. Le parcours va passer à travers plusieurs villes, bien évidemment, où on peut prendre le temps de manger, de dormir, de se reposer, d'avoir un contact avec la civilisation, mais pour autant, entre les villes, on réalise très rapidement que le Québec est assez vide. Quand on a passé ce coin-là, on remonte vers Sherbrooke, puis vers Granby, pour finalement traverser la Montérégie, également traverser Montréal. Et si tu zoomes sur Montréal, Arnaud, il y a une petite particularité, un petit cadeau que je fais aux gens qui vont faire le 1000 km cette année. Ils vont avoir la chance d'emprunter une grosse partie du Pro Tour. Cette course de vélo en septembre qui est quand même reconnue, là. Les participants qui n'ont jamais fait ça pourront monter le Mont-Royal à côte de l'Université de Montréal et reprendre leur chemin après vers Terrebonne par des pistes cyclables très sécuritaires. L'idée de cette première boucle-là, globalement, c'est d'aller chercher beaucoup de dénivelé. On parle à peu près un 6000 mètres de dénivelé, mais d'aller le chercher d'une manière continuelle. Il y aura des moments de pause, bien évidemment, entre Granby et Montréal, c'est assez plat. Mais pour toute la portion en Estrie, ça va être très, très, très vallonneux et ça, dès le départ. Faites attention, les dénivelés sont pas bons sur Komoot, mais on parle plutôt d'un 6000 mètres de dénivelé dès la première boucle sur ce 1000 km. Intéressant. Et moi, j'ai une question, David, sur ce que tu expliquais. Donc, effectivement, départ du Vélodrome. Donc, comme on sait qu'on a une grosse communauté francophone française, c'est l'équivalent du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, hein. Pour vous, à Québec, c'est un centre, c'est le centre national
pour la piste. Donc voilà, il faut s'imaginer comme si en France, on partait devant le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, Vélodrome des Jeux Olympiques. Donc c'est exactement le même cadre qui nous sera mis à disposition à Bromont. On va venir longer les frontières, comme tu l'as dit, donc il y aura vraiment ce sentiment d'être proche, vraiment proche des US, même si pour avoir été au Québec, enfin, il y a quelques mois encore, on y est, ça parle français, mais c'est tout comme. Hein. C'est tout comme. Après, moi, j'ai une question sur la traversée de Montréal, David, puisque c'est vrai qu'à travers Rest Cross Paris, on essaie d'utiliser un maximum les pistes cyclables, et d'autant plus quand elles sont vraiment séparées. Moi, je pense aux cyclistes européens qui vont se rendre, parce qu'il y a quand même aujourd'hui, sur le nombre d'inscrits en cours, il y a 21% de Français qui se sont inscrits sur Race Cross Québec. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont venir faire cette épreuve et qui vont découvrir comment se passe la traversée de Montréal. Ouais, ça passe très bien, Arnaud. Montréal est une ville cycliste. On a des quartiers de Montréal avec des densités de déplacement à vélo dans la même échelle qu'en Europe, aux Pays-Bas et tout. Donc là, on a un changement à la mairie de Montréal, mais pour les 8 à 10 dernières années, il y a eu un gros travail qui a été fait pour rendre la ville cyclable. Donc, mis à part la portion Pro Tour, c'est une grosse ligne droite et c'est une piste cyclable qui traverse complètement la ville vers Laval. Donc, il y a vraiment un sentiment de sécurité qui pourra être offert aux participants qui vont traverser Montréal. Et puis c'est vrai que je confirme, le Mont-Royal, il y a combien de pourcents d'ailleurs, David, sur le David et Jessie, vous savez le pourcentage du Mont-Royal? C'est 1,30 km à 9% en 7, moyenne, je pense. 7%, je Ouais, pense. 7%, ouais. 7,6, mais tu as des parties à 10, 13%. Là. Tu as, comme Ouais. des petits pics à un moment donné. Là, mais ça, même c'est une course très difficile, même pour les professionnels Ouais, en fait, qui c'est là où viennent je la voulais, faire. Il y a beaucoup de dénivelé sur le parcours. Donc, c'est quand même assez exigeant. en fait, c'est là où je voulais en venir. Je sais que sur Québec, l'année passée, hein, il y a un Français qui était et qui nous disait, mais en fait, c'est aussi dur que la Belgique, parce que ce que les Belges appellent les bergs, hein, le Koppenberg, Mm. voilà. Ben, c'est des pourcentages quasi similaires et c'est que des petits répétitions tout le temps. Et Ouais. donc, il ne faut pas s'attendre effectivement, même si la particularité que vous avez à Québec, c'est d'avoir des stations de sport d'hiver à 400 mètres d'altitude, ce qu'on n'a pas chez nous. Il faut se fier à ça. Il ne faut pas se fier à ça parce que je peux te dire qu'effectivement, le dénivelé est bien présent et c'est pas tout plat. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment pas plat du tout. Mm. Et puis, parle-nous également de cette deuxième boucle de 500 km. Comment tu Ouais. l'as compris? Ben, l'idée, c'est de un peu faire un greatest hits du nord de Montréal. Donc, on repart avec un même principe qu'avec l'Estrie, mais d'aller vraiment dès le départ vers l'ouest. On va aller longer une belle partie du Québec dans la région de la Rivière-Rouge pour après ça monter, faire le tour du lac Simon. C'est vraiment des paysages qui sont relativement vides de ville. C'est des tronçons où les gens vont vraiment se sentir dans la forêt, dans la liberté. Bien évidemment, autant sur route que sur gravel, tu as vraiment un éloignement rapidement au Québec et ce parcours-là, il raconte un peu cette histoire-là. Encore une fois, comme l'année passée, l'idée, c'est de vraiment avoir des points de sécurité sur le parcours où il y a de quoi manger, prendre une pause, reposer et tout. Mais il y a vraiment cette gestion alimentaire-là et des ressources qui va être importante pendant la course parce qu'il y a quand même des gros tronçons où il n'y a absolument rien. Contrairement en France, en tout cas de mon vécu, où tu peux avoir des villages assez régulièrement. Sur cette boucle-là, il va y avoir des tronçons de peut-être 30, 40, 50 kilomètres où il n'y aura pas de dépanneur, d'épicerie ou de village. Euh, donc, le participant du 1000 km aura vraiment un magnifique parcours, mais il faudra également penser à cette gestion alimentaire-là. Un autre point qu'on traverse dans le parcours, un peu plus au nord, vers Mont-Tremblant, après Mont-Tremblant, on va aller visiter des belles routes dans le coin du Nordais. Cette route a été vraiment appréciée l'année passée par les participants ou détestée. Ça dépend à qui on parle. C'est vraiment un 35 km de temps où on est dans les montagnes. Je mets des guillemets, je le sais parce qu'on n'est pas dans les Alpes, mais on va aller chercher un des seuls petits cols du Québec avec des montées et des descentes sans arrêt pendant un 30 km. C'est une route qui est beaucoup utilisée en entraînement au Québec pour les gens qui veulent aller chercher un peu de dénivelé. Et cette route-là, ce qui est génial, c'est qu'elle n'est pas très achalandée. Très peu de voitures y passent et la surface, elle est absolument incroyable, ce qui est quand même plutôt rare au Québec.
parce qu'on vit des hivers assez intenses. Donc, avec le gel et le dégel, les routes ont tendance à s'agréger. Un autre point, pourquoi c'est quand même intéressant de prendre des chemins de terre, c'est que souvent les chemins de terre sont en meilleur état que certains tronçons de notre route. Après avoir passé par le parc national du Mont-Tremblant, on a décidé d'utiliser une route qui passe par la forêt Ouareau. Les parcs régionaux, les parcs nationaux au Québec, c'est vraiment un des joyaux de notre province. Puis on a la chance d'avoir des belles routes qui les traversent. Et quand je parlais d'un sentiment d'éloignement, ben ça, c'est un bel exemple qu'on peut nommer. Donc, les gens qui vont traverser ce parc-là, ben, ils vont avoir vraiment le calme et il n'y aura pas vraiment de ville ou de civilisation avant d'en ressortir. Donc, ça fait partie de l'expérience de rouler au Québec, d'avoir des longs tronçons, des longs moments où on est vraiment seul avec nous-mêmes, où on se sent un peu au bout du monde, mais au final, après quelques heures, ben, on retrouve rapidement des petits villages où on peut manger tout. Donc, cette boucle-là va avoir la particularité d'avoir différents types de terrains. Encore une fois, on n'est pas seulement sur du tarmac, il va y avoir également un peu de gravel par-ci et par-là. Mais ça risque d'être riche en émotions et en éblouissement, cette boucle. Alors, c'est vrai, juste quelques petites remarques par rapport à ce que tu disais. Alors, la particularité, c'est une des particularités par rapport à nos autres épreuves en Europe, c'est qu'effectivement, sur cette Race Cross Québec, comme l'année passée, il y avait 2 distances. Cette année, il y a 3 distances. Et il n'y a pas de distance en plus uniquement sur le gravel, comme il peut y avoir en Belgique, comme il peut y avoir en Suisse, en Espagne, à Paris, où on a 300, 500 000 sur route et 50, 100, 200 gravel. Eh bien, à Québec, il y a cette particularité d'avoir des très belles pistes, comme tu l'as dit, David, parfois même plus roulantes, on va dire, que le bitume. Et donc, il n'y a qu'un 300, un 500 et un 1000, 3 distances sur Race Cross Québec. Et puis, tu as parlé de dépanneurs. Alors, ce qu'il faut savoir pour nos amis francophones qui vivent en France, c'est que les dépanneurs, ce qu'on appelle les dépanneurs à Québec, c'est l'équivalent des petites supérettes chez nous. Voilà, ça s'appelle des dépanneurs. C'est une enseigne, c'est une marque. Et donc, voilà, je voulais juste préciser que les gens ne se fassent pas des films. Et puis le Nordais, tu as parlé du Nordais. Alors effectivement, l'année passée, à l'arrivée, euh, et tu l'as très bien exprimé, il y avait des gens qui nous disaient, mais qu'est-ce que c'est que pourquoi on est passé là-bas? Et d'autres qui nous disaient, c'était magnifique. Explique-nous Hmm. spécifiquement cette région du Nordais. C'est quoi? Ben, Ça ressemble à quoi? Dis-nous. peut-être que Jesse peut en parler, parce qu'il a dû le faire maintes reprises. Jess, je ne sais pas si tu veux t'exprimer sur le Nordais. Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu confonds la Transterbonne et le Nordais, Arnaud, mais ça, c'est autre chose, mais je pourrais en parler aussi. Mais le Nordais, bah, c'est ça, en fait. Là, on va vraiment dans une partie, vraiment dans le nord. On voit, on est plus, on longe le parc national du Mont-Tremblant et c'est un endroit plutôt perdu où, en fait, il y a une route qui traverse des forêts. En fait, il y a des forêts de chaque bord. On voit des monts à droite et à gauche. Et en fait, c'est comme des montagnes russes. Donc, pendant une trentaine de kilomètres, on va voir des montagnes russes. Donc, on voit la montée au loin à chaque fois, la suivante, là, et puis ça finit jamais pendant toute cette période-là, donc avec un asphalte qui est très, très beau. Et si vous avez la chance de passer très, très tôt le matin ou en soirée, quand le soleil commence à se coucher, vous allez peut-être croiser des chevreuils, des renards, des ratons laveurs, plein d'animaux différents. Donc, c'est quand même assez sympa. Et puis aussi, ce qui a été détesté, là, c'est la fin. Là, c'est la Transterbonne, où là, c'est un 10 km de gravel, mais qui a un parc forestier au-dessus de Terrebonne là, pour arriver à l'arrivée et la nuit, ayez des bonnes lumières pour pouvoir bien naviguer parce que avec la fatigue et tout, ça peut être compliqué, même si c'est une belle piste cyclable qui se fait très bien en petit vélo hybride VTC. Là. C'est ça, c'est-à-dire que de manière lucide, ça se fait très bien, mais après 500 bornes, je me souviens l'année passée, certains ont complètement explosé dans cette partie-là. On ne dira pas quelles étaient les personnes qui ont explosé dans cette partie. Même si cette personne habite à New York, on ne dira rien. Mais je me souviens parfaitement de ces arrivées-là. En tout cas, on l'embrasse et on pense à elle. Puis, alors, parle-nous de ce 500. Ma question, c'est comme déjà l'année passée, il y avait 300-500. Est-ce que cette année, les mêmes distances reprennent les mêmes parcours ou est-ce que vous avez justement apporté des modifications?
Oui, on a apporté des modifications, on a refait les deux boucles. L'idée, c'était d'offrir la chance à des gens qui veulent faire encore un 300 d'avoir une expérience différente. Et idem pour les gens qui décident de se relancer sur un 500, mais on a décidé de changer un peu le parcours. Donc, cette année, c'est différent de l'année passée. Alors, il y a une boucle de 200. Est-ce qu'on peut dire que cette boucle de 200, David, c'est une boucle pour ceux qui font le 500 d'échauffement ou est-ce qu'elle est déjà bien engagée? Euh, je te dirais qu'il y aura déjà des difficultés dans la boucle de 200. Question de bien, bien partir le bal. Euh, mais un peu comme l'année passée, de par la longueur et tout, c'est un peu moins intense que la boucle de 300, bien évidemment. Tu vas aller à la boucle de 300, Arnaud? Je te vois déjà ton écran. Ouais. Je vais pouvoir parler de Ouais, je cette suis sur la boucle-là. boucle Donc, de 300. Je suis sur la boucle de 300 parce que parfait. la boucle de 300, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'enfonce en fait. On va Ouais, beaucoup plus loin que la boucle de 500 qui est beaucoup plus large, mais qui s'enfonce moins exact. dans le nord-ouest. Exact. Donc, l'histoire avec ça, c'est que on apprend de nos erreurs, si je peux dire. Et l'année passée, je trouvais que la boucle de 300 avait beaucoup de passé à travers beaucoup trop de villages. Il y avait moins ce sentiment-là, justement, de gestion alimentaire. Et les gens qui ont testé à l'avance ont réalisé bien vite qu'ils peuvent partir avec à peu près rien et s'alimenter sans problème avec la boucle. Donc, cette année, question de mettre peut-être un challenge supplémentaire. La boucle de 300, on va beaucoup plus profondément dans les régions éloignées des grandes villes. On passe à travers des ex, qu'on appelle des ex, c'est vraiment des zones forestières où justement, il n'y a absolument aucune ville, aucun village, il y a très peu de signes, mis à part la route, que la civilisation s'y rend. Et l'idée, c'est qu'on vient chercher un peu cet aspect-là où oui, il y a des villes et des villages, mais ils sont un peu plus éloignés les uns des autres, de sorte que le participant doit vraiment se dire, bon, ben parfait, il me reste, là, j'ai 45-50 kilomètres à faire, est-ce que mes bidons sont pleins, est-ce que j'ai assez de bouffe, est-ce que je suis correct pour passer à travers tout ça? Et on vient un peu chercher ce sentiment d'éloignement et d'isolation qui vient vraiment challenger peut-être au niveau psychologique un peu plus cette année. Ce qui est cool, c'est que les parcours les paysages, pardon, sont magnifiques. Passent à travers beaucoup de grosses zones forestières, beaucoup de lacs, des chutes, des trucs comme ça. Donc, ça vient vraiment dépayser, même si on est à 1 heure de voiture de Montréal. Ça fait réaliser aux participants aussi que le Québec est vraiment vide. Mis à part la région de Montréal et de Québec, on tombe vraiment rapidement dans des régions assez éloignées. Donc, cette année, on va aller jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, en passant par Saint-Zénon. Après ça, on va traverser le parc national du Mont-Tremblant, dans une portion de gravelle d'une vingtaine de kilomètres. Donc, encore une fois, c'est une gravelle non technique, c'est un chemin. Donc, c'est un chemin que les gens utilisent pour aller vers leur maison secondaire ou primaire. Donc, c'est un chemin qui est très large, c'est plus large qu'une départementale en France dans bien des régions. Donc, à pas confondre avec de la gravelle plutôt typée technique et tout, comme dans une traversée des Alpes, par exemple. On est vraiment sur de la route utilisée par les voitures. Mais tout de même, on a quand même un tronçon d'une vingtaine de kilomètres à faire euh, avant d'arriver près de Saint-Donat, sans jamais y aller. Et après ça, on va traverser une portion du parc La Forêt-Roireau également, revenir vers Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et pour revenir tranquillement vers Saint-Anne-des-Plaines et Terrebonne, toujours en finissant avec cette fameuse Trans-Terrebonne qui a fait le malheur et le bonheur de bien des gens l'année passée. Pour pas faire peur à personne, la Trans-Terrebonne, c'est un réseau de pistes cyclables dans la ville de Terrebonne. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est beaucoup de virages, c'est jamais droit, beaucoup de montées-descentes. C'est un truc qui est utilisé par les enfants pendant le week-end, mais quand on y va la nuit, donc si vous avez si votre timing vous pousse à finir le 300 km à 23 heures le soir, je vous recommande fortement d'avoir vos lumières d'allumées car on déconnecte totalement avec l'idée qu'on est dans le plein milieu, dans le cœur d'une ville. La végétation, les arbres est assez dense, ce qui fait en sorte qu'on coupe toute lumière extérieure. Donc, on a un peu ce sentiment d'être enfermé dans une forêt maléfique du Seigneur des Anneaux. Quand pour autant, il y a des gens à gauche et à droite dans leur cours qui peuvent prendre un petit verre de vin pendant que vous êtes au travers les 1000 périls de cette Trans-Terrebonne. Mais bref, comme Jessie et moi apprécions ces genres de plaisirs-là, on a décidé de terminer toutes les boucles avec cette Trans-Terrebonne-là. C'est exactement ce que tu as décrit, hein. C'est comme ça que les gens qui arrivaient l'année passée nous décrivaient ce passage.
limite étourdi, tu vois, un petit peu avec toute cette végétation et les éclairages. La qualité de l'éclairage est vraiment ressortie. Les personnes qui n'avaient pas le bon éclairage ont vraiment souffert. Et après, parfois, au niveau de la bascule mentale, bah, tu peux un peu déconnecter parce que tu perds les pédales, parce que justement, tu rentres dans un système où tu vois que de la végétation, tu sais plus vraiment où tu es. Tu as déjà fait 300 bornes. Donc, tu l'as bien décrit. Le dénivelé donc, du 300 km, on le voit. Donc, tu nous as expliqué que le dénivelé sur Komoot n'était pas forcément la réalité. On est sur quoi? Sur un 3000 à peu près en dénivelé sur la montée? Oui, on est sur 3300 mètres de dénivelé. Mais encore une fois, hein, il n'y a pas de col de montagne, donc c'est vraiment du dénivelé qui attend les participants du début jusqu'à la fin. Comme tu l'as mentionné au départ, Arnaud, j'ai pas encore pu tester pleinement. J'attends le printemps parce que malheureusement, on a l'hiver au Québec qui nous empêche de rouler. Mais il va y avoir, comme l'année passée, des murs à plus de 20% à certains endroits du parcours. Donc, il va y avoir quelques petites difficultés qui viennent peut-être piquer plus dans la fatigue que pour quelqu'un qui vient faire un petit 50 km normal. Donc, il n'y a pas de col encore une fois, mais c'est vraiment du dénivelé qu'on reçoit à chaque kilomètre pendant le parcours. On était à combien de dénivelé l'année passée, Jessie, vous vous souvenez, sur le 300? Ouais, 3100, un peu moins l'année passée. En fait, je posais cette question parce qu'on en profite, on passe un bonjour chaleureux à Anthony Jalabert, hein, qui avait gagné le 300 l'année passée, et qui depuis ben, a tenté l'aventure du côté de Vancouver. On passe un bonjour ainsi qu'à sa compagne, qui était également sur le 300. Il a mis 10h28. C'est pour vous dire que le niveau était quand même élevé, que même si vous avez un hiver qui est très rude, qui vous empêche de rouler à l'extérieur, ça roule très très fort du côté de Québec, parce qu'Anthony Jalabert avait mis 10h28 pour faire le 300 km, qui sera un temps, je pense, qui marquera, et le second était en 11h02. Donc voilà, malgré le dénivelé, voilà, ça reste quand même ça reste assez roulant. Donc, donc voilà, on a vu l'ensemble des parcours. On va peut-être repasser. Est-ce que tu as d'autres points, David, parcours? Sinon, je bascule la parole à Jessie qui va nous expliquer la particularité de l'événement nord-américain, cet enthousiasme autour de l'outdoor et donc le fait que le départ du 300 km soit différent de ce qu'on pratique en Europe pour certaines épreuves, mais qu'il y a aussi ce dimanche matin, cette particularité que le brunch qui avait excellemment bien marché l'année passée, on pensait attendre une vingtaine de personnes et puis finalement, bah, la salle était pleine. On était une soixantaine. Donc il y a ce camping qui est accessible, ce brunch, voilà. David, si tu as des choses à rajouter, c'est le moment. Sinon, je laisse la parole à Jessie sur ce plus nord-américain. Bah, écoute, Arnaud, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être mentionner une des belles villes qu'on va visiter dans la boucle de 200 km. On va visiter la ville de Morin Heights. C'est une très belle ville. Je le mentionne parce que je sais, Arnaud, que tu as un amour pour ça. Et pour ceux qui aiment la musique, c'est intéressant, il y avait un fameux studio d'enregistrement où The Police ont enregistré d'ailleurs plusieurs albums. Donc, Arnaud, je sais que quand tu reviens au Québec, tu vas avoir envie de visiter Morin Heights. Ça me fera Écoute, plaisir de t'y amener. je l'aime tellement que je te laisse le prononcer et que je ne veux pas l'écorcher. Bon, je laisse la parole à Jessie. Merci. Merci pour cette petite aparté, David. Oui, bah c'est ça. Donc en fait, moi je parlais plus de l'organisation, un peu l'événement, comment vous allez être accueillis, puis le déroulement. Donc là déjà on a le beau site de Bromont, donc au centre national de cyclisme, qui est un peu le centre de développement des futurs athlètes et des athlètes actuels au Québec. Il y a un vélodrome, il y a une piste il y a un pump track intérieur, extérieur, il y a une piste de BMX. Vraiment, c'est vraiment le pôle pour développer les athlètes. Et on part de là-bas. Donc, c'est un peu excentré. On le voit sur la carte là, de Montréal. Donc, pour ceux qui se sont inscrits, ils l'ont vu, mais ceux qui veulent s'inscrire sur le 1000 km, on va proposer un service de navette qui partirait de Terrebonne et de Montréal, qui va vous emmener à Bromont. Comme ça vous permet d'arriver sur le site d'arrivée pour mettre votre auto et puis aller en navette directement à Bromont. Donc ça va faciliter les choses en termes de transport parce que Terrebonne, c'est très accessible de Montréal, de l'aéroport si vous venez d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'est de faciliter les choses. Là-bas, il y a toutes les commodités pour arriver sur place le jour même et puis pour le départ de la course. Donc ça, c'est vraiment juste le départ à Bromont.
Ensuite, à Terrebonne, on a un site qui est magnifique, là, qui est un centre, qui est le groupe plein air Terrebonne, donc le GPAT, qui est un centre de vélo de montagne l'été et puis de ski durant l'hiver. Magnifique site qui est vraiment qui nous permet en fait, de faire un camping là-bas directement sur le site. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est quand vous venez pour votre départ du 300, du 500, c'est de venir avec votre tente, planter votre tente là-bas. Vous allez pouvoir l'utiliser peut-être pour votre base de vie. Donc pour la base de vie, il y aura bien évidemment de quoi dormir, beaucoup plus confortable que cette année. On va faire vraiment un endroit distinct et plus silencieux pour pouvoir dormir, mais vous pouvez venir aussi avec votre tente. Il y aura un espace dédié à ça, il y aura des douches, il y aura toutes les commodités pour ça. Donc aussi bien pour la base de vie que pour l'arrivée. Donc l'idée, c'est qu'à l'arrivée de la course, de l'événement, c'est que tout le monde arrive avant minuit le samedi et qu'on puisse faire le gros parti. Donc arriver, passer la ligne, vous allez avoir tout pour vous restaurer. Il y aura des festivités, il y aura de la musique, etc. Donc il y aura un programme d'animation qui va être là. Vous allez pouvoir dormir sur place, dépendamment en plus de l'heure où vous arrivez. Vous allez pouvoir profiter, dormir là-bas. Et le lendemain matin, donc le 24 août, vous allez avoir le brunch le matin pour clôturer l'événement. Donc l'événement est du 20 au 23. On parle vraiment de la partie euh, euh, Épreuve. défi, compétition, de l'épreuve. Mais après, le 24 au matin, il y aura la partie brunch. Donc voilà, puis c'est un site où on va pouvoir faire la base de vie, l'arrivée. C'est un site de VTT, en fait, hein, c'est ça. Ouais, exactement. Donc c'est un site de VTT. Donc voilà, c'est un super endroit pour vous accueillir. Je pense que ceux qui ont été là la première édition et ceux qui ont découvert ont sûrement été agréablement surpris. Donc il y a beaucoup de stationnement, il y a de la place pour accueillir tout le monde au niveau des tentes du camping. Et voilà, c'est la particularité, c'est que c'est un événement cyclisme, mais aussi on va faire comme un espèce de grande fête du vélo. Par la même occasion lors de l'événement. Et puis pour rappeler aussi pour les personnes qui ont moins l'habitude du format Race Across Series, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en semi-autonomie, donc vous êtes vraiment autonome pendant tout le long du parcours quand vous roulez. Par contre, la base de vie, c'est le pit stop. Donc nous, on va pouvoir vous donner à boire, à manger, de quoi vous restaurer, de quoi dormir, mais vous pouvez aussi avoir du support de votre famille, de vos amis. Donc, pourquoi pas, comme on peut voir en ultra trail, vous arrivez, votre plat est déjà prêt, il y a quelqu'un qui lave votre vélo, qui entretient votre vélo, et puis ça repart. Donc voilà, une super autonomie, une super assistance lors de la base de vie, mais une fois que vous sortez, c'est terminé, il y a plus vraiment d'assistance, vous devez être autonome. Donc Tout voilà, je pense que... C'est exactement, c'est important ce que tu dis, Jesse, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement sur l'ensemble des Race Cross Series, on a quasiment 58%, je crois, de participants qui viennent pour la première fois sur un événement Race Cross Series, et d'autant plus à Québec où il y a 70% des inscrits actuels qui sont nouveaux. Donc, c'est pour ça que tu fais bien de préciser la particularité de notre concept, hein, c'est du semi-supported, c'est-à-dire que sur la base de vie, tes amis, ta famille, tes copains, tu peux avoir tout le support que tu souhaites, changer un pédalier, changer de selle. On ne change pas de vélo, bien évidemment, mais on peut, si j'ai un problème de casse, comme ça arrivé l'année passée sur Race Cross France, trouver une solution. Mais par contre, une fois quand on est sorti de la base de vie jusqu'à ce que l'on revienne sur la base de vie, là, par contre, il faut se considérer seul. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir de support extérieur. On ne peut pas, au bord de la route, venir te donner une canette ou un sandwich. Ou alors, il faudrait que cette personne-là le fasse pour tous les participants de l'épreuve. Donc ça, c'est important. Tu fais bien de le préciser. Tu as précisé également la navette. Ça, c'est un vrai plus. C'est-à-dire qu'une vraie navette qui va être mise en place pour justement faciliter la logistique des participants. Puis le site est parfait, hein. On verra si on va sur des animations pour justement la famille. On travaille sur ça d'ailleurs. Mais c'est un vrai site sportif où on est vraiment en retrait de la circulation. On est vraiment totalement retiré. C'est pour ça que c'est très calme et que la possibilité de faire le camping est juste devant. Ouais. Je vous invite à aller sur le site Flicard.
où il y a toutes nos photos justement de l'édition l'année passée. Vous pourrez vous rendre compte de l'ambiance autour de l'événement. Est-ce que les partenaires de l'année passée, on a déjà des infos? Je pense à Nordique, je pense à Mesorem, qui avait mis vraiment, qui avait joué le jeu hein, vraiment autour de l'événement avec une possibilité d'avoir le café le matin, des lattés. Il y avait aussi ce food truck en pasta party. On avait l'accordé qui était là pour justement des accessoires de dernière minute, mais aussi de l'alimentation avec NAC qui était déjà dans cette histoire-là. Voilà. Est-ce qu'on a déjà des indications sur des partenariats qui étaient engagés, renouvelés? Bah, on repart avec bien évidemment la cordée, Messorem aussi qui va nous accompagner. Nordic Café, il devrait repartir. On attend la validation, mais il devrait repartir. David, je pense que tu as aussi d'autres infos par rapport aux autres partenaires, là, vu qu'on se partage un peu Ah, les ben, c'est négociations. pas mal fait. T'as fait le tour, mais il y a Volkswagen aussi qui Ouais. revient dans la balance avec leur prêt de voiture et tout. Donc, bref, pas mal les mêmes partenaires que l'année prochaine et on travaille à meubler le reste de l'offre avec plus de partenaires. Génial. Génial. Eh ben, écoutez, c'est parfait, hein. Le but, c'était d'une trentaine de minutes, hein, qu'on puisse justement, les personnes qui sont arrivées en cours, soyez rassurés, puisque dès demain, cet enregistrement, cette vidéo où on présente justement l'épreuve Québec sera disponible et vous pourrez de nouveau regarder le début de cet échange où on rentre dans le détail du parcours. Et puis, ça sera décliné également en article, donc vous pourrez avoir tous les détails que David vous a expliqués et Jessie justement sur le parcours, mais aussi sur l'organisation, sur le blog de Race Cross Series. Et puis ben, la semaine prochaine, on fera un focus sur l'Espagne. On a fait la Suisse l'année passée, il y a eu un bel engouement autour de la Suisse. Et voilà, je pense qu'on s'est tout dit. On s'est Ouais. tout dit. Moi, j'ai hâte de Je voulais venir. juste rajouter, Arnaud, avec David, on a enregistré un podcast la semaine passée, en fait, qui est un peu le FAQ de la Race Cross Québec 2025, où pendant 1 heure, on va élaborer ce qu'on a parlé là en 30 minutes, mais en 1 heure avec plus de détails. Il devrait être diffusé normalement en début d'année prochaine. Et probablement qu'on va vous l'envoyer aussi en infolettre pour les personnes qui sont inscrites pour avoir un maximum d'informations sur le déroulement de l'événement à Québec. Je pense que ça va répondre à énormément de questions que vous pouvez avoir par rapport à l'événement. Je fais bien de le préciser, on le mettra en référence. On l'enverra en newsletter, bien évidemment. C'est en infolettre, pardon. Je n'ai pas dit newsletter, j'ai dit infolettre. J'espère que vous me pardonnerez. Et c'est parfait. Eh ben, écoutez, un grand merci à vous deux. Je sais qu'au moment où ce live on partage justement autour de ça, vous êtes au milieu de votre journée. Nous, on est en fin de journée ici en France. Donc, je vous souhaite une belle journée à vous. Merci pour votre disponibilité, puis à très bientôt pour de nouveaux échanges. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, Jessie, David et moi, on a hâte de vous retrouver sur la ligne de départ du côté de Terrebonne ou de Bromont, tout dépend de la distance. Merci à vous en tout cas, et puis à très bientôt. Toutes les infos sont disponibles sur le site racecrossseries.com. Merci beaucoup les gars, à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. À Merci, bye très vite. bye, salut. Bye bye.